Bonjour à toutes et à tous. Nous allons remettre pour la 18e année consécutive le prix des techniques innovantes pour l'environnement. Alors, je rappelle que ce prix est destiné à récompenser les laboratoires de recherche publics qui ont des recherches qui peuvent faire l'objet de développement à court ou moyen terme et de développement industriel. Et qui se doit donc contribuer à l'effort de compétitivité via l'innovation que la France doit accomplir. Tout le monde en est conscient. Alors, dans cette opération, qui est initiée par Polytech et l'ADEME, 6 partenaires presse interviennent en tant qu'experts et membres du jury, et qui sont ceux qui choisissent les lauréats des prix. Alors ces partenaires, vous allez les voir successivement, sont Green News Techno, qui est représenté par Cécile Clicquot, ici même à ma gauche, qui est sa rédactrice en chef, Mesure, qui est représentée par Cédric Lardière, ici sur le plateau. Et Cédric Lardière cédera sa place à Sylvie Latuel, qui est rédactrice en chef d'Infochimie Magazine. Ensuite viendront sur le plateau Stéphane Signeret, rédacteur en chef du magazine Énergie Plus, et Alban Canto, rédactrice en chef adjointe de Environnement Magazine Cleantech et d'Hydro Plus. Bon. Je crois qu'on va rentrer dans le vif du sujet et demander tout d'abord à monsieur Philippe Namour de nous rejoindre sur le plateau. Asseyez-vous. Bonjour monsieur Namour. Alors monsieur Namour, vous travaillez à l'Institut des sciences analytiques à Villeurbanne sur de nouvelles techniques d'investigation des polluants dans l'eau grâce à des microcellules BDD, avez-vous dit, c'est-à-dire à film de diamant microcristallin dopé au bord. Et vous avez été choisi par Mesure. Bien, merci. Qui va dire pourquoi vous avez choisi monsieur Namour, les travaux de monsieur Namour. Pourquoi, c'est un petit peu long, mais en fait, dans la protection de l'environnement, la surveillance de la qualité de l'eau est quand même primordiale, que ce soit pour la santé des gens et plus généralement au niveau sociétal. Mais les méthodes actuelles, enfin en tout cas traditionnelles, requiert et un prélèvement puis une analyse en laboratoire plusieurs heures ou plusieurs jours plus tard. Et donc les tendances technologiques sont plutôt à essayer de faire des analyses en ligne et en continu. Donc non seulement votre technologie s'inscrit dans cette tendance, mais en plus elle permet de faire des analyses in situ, ce qui permet de s'affranchir de tous les problèmes inhérents à la mesure, et donc ça permet de pouvoir garantir une qualité de mesure et donc une qualité des résultats la meilleure possible, et puis aussi de pouvoir alerter dès qu'il y a un problème de contamination. Et puis juste un autre point sur lequel j'ai un petit peu flashé, c'est en fait la possibilité de créer des réseaux de capteurs, parce que par votre technologie vous les réduisez considérablement. Et donc ça permet de pouvoir en faire des réseaux, des matrices de capteurs très facilement, en tout cas qui ne prennent pas beaucoup de place. Oui, alors absolument. Pour revenir sur les techniques actuelles, elles sont ponctuelles, donc nous donnent une image, des photos par rapport à un film. Donc on a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe réellement dans des phénomènes transitoires, et notamment les pollutions dues aux déverseurs d'orage. Donc c'est pour ça qu'on s'est orienté vers une analyse in situ et en temps réel. Alors l'avantage de cette cellule, parce qu'on a essayé d'autres cellules, on s'était fixé comme objectif éviter tout métaux toxiques dans nos capteurs, puisqu'ils étaient dans l'environnement. Donc on s'est orienté vers du tout carbone. Et le tout carbone qui résiste à tout et qui a une très grande fenêtre de potentiel en électrochimie, c'est le diamant. Diamant dopé au bord, parce que le diamant n'est pas conducteur, donc on le dope au bord pour lui rajouter des charges. Et on a eu l'idée, en fait l'idée originale, c'est au lieu de récupérer des plaquettes de diamant et de les incruster sur des capteurs, c'est de graver notre capteur, de le micro-usiner complètement dans le film de diamant. Et on a la microcellule entière qui est micro-usinée dans le film.
Le dispositif est prêt à être industrialisé et on a monté un FUI avec l'espoir d'avoir un financement pour arriver dans 3 ans à un système opérationnel de mesure en continu des métaux pour cette application-là. Mais de notre côté, on continue à développer des applications sur les pathogènes, sur des toxines. En fait, on essaye de voir tout ce qu'on peut faire, puisqu'en fait, en électrochimie, on peut fonctionnaliser par électrocatalyse une électrode et la rendre spécifique d'un composé donné. Est-ce qu'il y a des limites en termes de type de composé détectable? Après, c'est l'imagination je dirais du concepteur, puisqu'en fait, c'est de la chimie après. On fonctionnalise, on met une première couche d'accroche et après on clique des composés. On a réussi jusqu'à fixer des récepteurs endocriniens, par exemple, donc qui sont des récepteurs membranaires, de les fixer sur l'électrode et mesurer la réponse à... C'était la 17-bêta-œstradiol en l'occurrence. Ce qui est très intéressant, c'est à la fois le seuil que vous arrivez à obtenir, parce qu'on est dans le domaine de la microfluidique. Donc pour situer un petit peu, donc on peut descendre à un niveau de précision. Donc ça, c'est quand on parlait de continu, c'est la précision. Et effectivement, la grande diversité qui va vous permettre d'aborder toute la problématique des micropolluants, une problématique qui va grandir dans les années qui viennent. Donc c'est vrai que c'est un très très beau projet. Une question, Monsieur Damour. Vous avez déposé des brevets? Oui, il y a un brevet sur la microcellule. D'accord. Bon. Je crois qu'il y a tout un tas de questions qui vont être posées, vont être posées sur votre innovation. Demain, dans le forum technique d'avenir, donc attendez-vous à beaucoup de questions. Je crois que c'est très intéressant. Merci. Alors, l'hôtesse va vous remettre le prix. Elle va vous prendre en photo avec le prix. Et bravo, on vous applaudit. Alors, je vais demander maintenant à Étienne Perret. Tout d'abord, bonjour Monsieur Perret. Vous êtes du laboratoire de conception et d'intégration des systèmes de l'INP de Grenoble à Valence. Et vos travaux concernent un nouveau système d'identification sans puce qui a été choisi par Mesure et Green News Techno, à qui je vais demander, bien entendu, de dire pourquoi ils vous ont choisi. Alors ça nous a un peu surpris de voir un tel projet, parce que on n'était pas habitué. Ça sortait du commun. Oui, parce qu'on peut s'étonner, ce qu'on peut encore améliorer sont des petites tags RFID, puisque c'est quand même, déjà vu le nombre d'applications, si on peut quantifier, c'est quand même énorme, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans la vie de tous les jours. Alors, trouver des améliorations sur ces aspects-là, en fait, là, c'est plutôt de revenir en arrière, passer au papier, et non pas sur un substrat plastique. Ça a l'air de rien, mais comme je le disais, vu les quantités utilisées, la moindre économie ou le moindre avantage sur l'impact environnemental devient prépondérant quand on parle sur les volumes de puces, enfin de tags RFID. Et puis, voilà, c'était tout. Je vais continuer pour prendre le relais. Oui, ce qui était très intéressant, donc il faut quand même rappeler qu'effectivement vous faites un système d'authentification ou d'identification qui est à l'intermédiaire entre le code barre et le RFID, donc sans le côté silicium, mais avec un certain nombre des applications du RFID, c'est notamment la lecture à distance sans être devant le lecteur optique. Donc ça, c'est pour le côté un peu résumé. Ce qui est très intéressant, c'est que effectivement la problématique RFID, elle va devenir très importante en matière d'environnement, notamment sur la fin de vie des produits. Je crois que le marché du RFID est exponentiel et que mettre des petites cellules de silicium partout, ça peut aussi poser des problèmes de fin de vie. Donc pouvoir imprimer un code électromagnétique, un dessin qui devient une signature électromagnétique à la place du RFID, effectivement ça va simplifier la fin de vie du produit. Donc ça c'est le premier point qui nous a paru très intéressant.
l'aspect économie d'énergie, puisque contrairement à une puce RFID, votre tag n'a pas besoin, est purement passif. Donc ça, il y a une très très forte économie qui nous semblait très importante. Et par ailleurs, comme le coût est relativement bas, ça va nous élargir le marché de l'identification à distance, entre guillemets, notamment sur des applications peut-être de masse, type tri des déchets, de taguer une pièce pour qu'en fin de vie, elle puisse, sur les chaînes de tri, être facilement identifiée. Ouais, il y a un potentiel énorme. Alors après, on a parlé de papier comme support, mais je crois qu'on peut le mettre sur beaucoup d'autres supports, des pièces automobiles sur un support plastique, une petite étiquette plastique. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est à la fois cette facilité de recyclage si c'est sur du papier ou de compatibilité de recyclage si c'est sur d'autres pièces. Donc c'est vrai que c'est un projet un peu atypique en matière d'environnement, mais il y a plein d'atouts environnementaux, même si effectivement c'est avant tout un marché de l'électronique. Et puis ça nous montre une fois de plus une application de l'électronique imprimée, qui est un secteur qui est en forte progression en France. Donc vous participez de ce mouvement, donc c'est toujours intéressant de voir des nouvelles idées qui émergent. Voilà. En tout cas, ça nous a beaucoup plu pour cela. Et Monsieur Perret, quel type d'informations est-ce qu'on peut trouver sur ces étiquettes? Alors, on est vraiment sur des marchés de traçabilité, donc on va faire la même chose que ce qu'on peut faire avec un code à barre ou une étiquette RFID classique. Donc on va pouvoir se ramener à un identifiant binaire et à partir de là remonter à toutes les informations qu'on veut lui associer. D'accord. Vous êtes obligé de créer un lecteur alors? Oui, on a travaillé à la fois sur l'étiquette et le lecteur en lui-même. D'accord. Le marché, il est colossal? Alors le marché de la traçabilité est énorme, c'est des milliards d'euros par an. Nous, bien évidemment, on se situe entre deux géants qui sont la RFID et le code à barre. Donc on essaye d'aller vers des applications de niche pour commencer. Et puis après, on verra comment ça prend. Vous avez pris des brevets là-dessus, je suppose? Oui, il y a plusieurs brevets qui ont été pris au niveau de justement le lien entre l'étiquette et sa signature radar, comment on peut faire tout ça. Puis aussi au niveau de la lecture, comment pouvoir récupérer cet identifiant du tag qui lui-même va être dans un environnement qui est mobile, différent, et c'est là la difficulté de la chose. D'accord. Le prix que vous avez réussi à obtenir, en tout cas en production, c'est, je crois, 0,4 centimes d'euros, avec des fonctionnalités RFID, en tout cas une partie des fonctionnalités RFID, contre un RFID, c'est quelques centimes. C'est de l'ordre de 7 à 10 centimes d'euros pour les moins chers. Pour 0,4 centimes, 4 ça veut centimes, dire 7 centimes. Fonctionnalité du RFID pour le coût du code barre. Voilà. Fonctionnalité. Un peu moins de fonctionnalités, mais il n'y a en pas tout autant cas... de stockage, mais il y a les fonctionnalités d'identification. Donc c'est vrai. Le coût est aussi une différence par rapport à d'autres technologies qui existent, comme les technologies SO. Oui, on est vraiment sur une technologie qui est complètement différente par rapport à ça, parce qu'on n'a besoin que d'un support. Le support, on a montré que ça pouvait être simplement du papier, et puis après un dépôt, donc d'une encre conductrice. Donc on n'a pas du tout un matériau piézoélectrique comme dans le cas SO. On est sur quelque chose qui est vraiment simple à mettre en œuvre, et c'est l'idée, c'est de se rapprocher le plus possible de ce qui est fait au niveau des codes à barres. Déjà un marché, et si vous êtes ouvert à d'autres, donc déjà un premier marché, vous nous en dites deux mots? Oui, actuellement on travaille également sur le marché de l'authentification, donc comment faire avec ce principe-là, comment authentifier des produits avec cette approche-là. Voilà. De l'ouverture pour nos industriels en matière d'identification. Oui. Et je pense également donc, au monde du déchet dans lequel on est aujourd'hui aussi. Bien, bravo, Monsieur Perret, et bonne réussite avec les industriels que vous avez dû approcher, je suppose. Et l'hôtesse va vous remettre le Grand Prix, parce qu'il est de coutume, lorsque un lauréat est choisi par 2 ou 3 experts, on lui remet le Grand Prix. Donc on va vous prendre en photo. Merci. Alors maintenant, je vais demander à Sylvie Latilleul d'Infochimie Magazine de venir sur le plateau. Bonjour Sylvie. Et à Antonio Pereira de nous rejoindre. Bonjour. Alors Antonio Pereira, vous venez de l'Institut Lumière Matière de l'Université Claude Bernard de Lyon.
C'est ça. Vous avez été choisi par Infochimie Magazine pour vos travaux sur l'utilisation d'un procédé laser pour le recyclage de films multicouches polymères. Et Sylvie, évidemment, la chimie, bon, c'est votre domaine. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce procédé ? Alors moi, ce qui m'intéresse vraiment maintenant pour ma publication Infochimie, donc qui travaille sur l'industrie chimique, c'est l'économie circulaire, pardon, le recyclage, parce que l'énergie, je vais y arriver, l'industrie chimique se nourrit essentiellement de matières premières fossiles et on sent bien qu'elle va manquer de ces matières premières. Alors elle se nourrit de fossiles mais aussi de minéraux et tout va lui manquer dans le futur. Donc elle recherche des solutions alternatives, elle en trouve un petit peu dans le végétal actuellement pour trouver son carbone, mais ça ne lui suffira pas. Et donc on essaie de regarder un petit peu ce qui est proposé en économie circulaire. Donc là déjà, c'est un projet qui propose une approche intéressante parce qu'il me semble que dans le domaine des polymères, pour recycler et avoir un bon produit final, il faut avoir déjà fait un tri au préalable. Et là, donc, vous avez une méthode intéressante. Alors, plutôt que d'en parler, peut-être que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette méthode. Oui, tout à fait. Excusez-moi. Tout d'abord, je voudrais vous demander, où trouve-t-on ce type de film ? Alors ce projet, c'est une collaboration avec la société Toray Film Europe. Oui. Et donc Toray Film Europe est un des leaders mondiaux dans la production de films PET, PVDC. Donc en fait, c'était un projet qui a été financé à travers un FUI. C'est du PET avec recouvert d'une couche de PVDC. Oui. Et pour quelle application ? Alors il y a beaucoup d'applications dans l'alimentaire, donc la couche de PVDC est là pour servir de barrière à l'oxydation. Ah, donc on trouve ça essentiellement dans les films alimentaires, et puis il y a aussi d'autres applications industrielles. Donc leur problématique était que donc ils avaient énormément de déchets, donc ils répondent à la demande d'autres industriels, et donc ils se retrouvent avec énormément de déchets à traiter. Et actuellement, il n'y a pas de procédé pour le recyclage. Et donc, pour réutiliser le PET, ils sont obligés de se débarrasser du chlore. Donc, PVDC veut dire polydichlorure, voilà. Donc, il y a du chlore. Et donc, si on n'élimine pas le chlore, on ne peut pas réutiliser le PET. Et donc, actuellement, il n'y a pas de... On ne peut pas le brûler, surtout. Et on ne peut pas le brûler. Donc, les techniques actuelles, je dirais, sont peu écologiques. Donc nous, on a travaillé sur ce qu'on appelle des traitements thermiques. Et donc l'idée, c'était de voir si un traitement laser pouvait dissocier les deux couches pour pouvoir réutiliser le PET. Et donc effectivement, en utilisant un laser et en choisissant correctement la longueur d'onde, il est possible de faire une interaction entre le laser et la matière à l'interface PET-PVDC. Et donc on a un échauffement qui est localisé, et donc ça permet de briser les liaisons chimiques et donc de dissocier les deux couches sans dégrader le PET. Vous éliminez en raclant, vous éliminez le PVDC. Vous balayez, en fait. Il y a un pelage, vous employez le terme pelage. C'est la deuxième étape. Donc la première étape, c'est vraiment une étape de dissociation. Ouais. Et donc là, la longueur d'onde doit être choisie avec précaution parce que en fait, le PVDC doit être transparent à la longueur d'onde, alors que le PET doit venir absorber le faisceau. Et donc on a vraiment une absorption qui se fait à l'interface et on vient casser toutes les liaisons chimiques. Et le fait de travailler aussi avec un laser qui est pulsé, donc les effets thermiques sont très localisés et sont minimes. Donc on n'a pas de dégradation de PET, et donc le PET peut être réutilisé après avoir gratté la surface. La méthode, on va pouvoir l'utiliser dans d'autres cas où on a oui. mis des couches de polymère comme ça. Oui, alors c'est une technique qui est utilisable pour d'autres types de matériaux polymères, pas uniquement PET, PVDC, à partir du moment où voilà, on a une différence d'absorption entre le système multicouche. L'idée, c'est vraiment de venir faire des absorptions à l'interface pour dissocier les polymères. Donc sur ce projet-là, il y a un brevet a été déposé avec la société Toray. Et donc la suite, ça va dépendre de Toray.
Donc ils ont peut-être envisagé de la réalisation d'un prototype dans un premier temps, et après on verra. Ce PET, est-ce que Toray le réutilise, il le revend? Qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Alors, nous, l'avantage, c'est que du coup, on élimine complètement le PVDC. Donc, le PET peut être réutilisé dans la chaîne de production. Sinon, il y a des partenaires au projet qui avaient déjà étudié, donc dans l'hypothèse où il restait une infime quantité de chlore à la surface du PET, donc de l'ordre du ppm. Là aussi, il y a possibilité de réutiliser le PET pour tout ce qui est application dans la câblerie ou des applications dans le bâtiment. Mais suite aux résultats obtenus dans ce projet, Toray peut réutiliser le PET dans leur process de fabrication. Il y a peut-être encore une question sur le coût alors de ce procédé. Finalement, cette irradiation laser, est-ce que ça coûte cher? Alors, un laser, donc ce type de laser n'est quand même pas donné, donc c'est un certain coût, mais en fait le process ne nécessite, donc on va utiliser des lasers industriels, mais on a besoin de très peu d'énergie. Donc ce qui veut dire qu'on peut irradier de grandes surfaces, on peut multiplier les faisceaux laser à partir d'une même source, et Toray utilise aussi des lasers pour faire du marquage sur leurs films. Donc ça veut dire qu'une même source peut être à la fois utilisée pour le traitement des films PET PVDC, mais également pour le marquage d'autres matériaux polymères. Donc c'est sûr que je pense que ça a un coût supérieur à d'autres procédés chimiques, dû au fait il y a une source laser qui nécessite un entretien. Mais c'est beaucoup plus propre. C'est un procédé propre, c'est aussi un procédé propre qui ne génère pas de solvant. C'est ça, voilà. Parce que la technique avant c'était par solvant. Et globalement, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas vraiment. Non, il n'y a pas actuellement. Donc il n'y avait pas de procédé qui permettait de séparer PET et PVDC. Ouais, d'accord. Donc Est-ce que c'est intéressant pour Toray qui a son propre déchet, qui monte une petite unité à côté pour justement ne pas générer de déchets? Après, on ne va pas faire des installations industrielles. Potentiellement, ils prévoient soit les licences, soit. Ils prévoient des licences. Donc, ils sont prêts à ouvrir vers leurs confrères. Ouais. Disons que ça peut être une petite unité à côté d'une installation, plutôt dans une optique comme ça de complément et de retraitement in situ de ses propres déchets. Voilà. Écoutez, bravo et merci. L'hôtesse va vous remettre le prix. Vous allez être pris en photo. Alors maintenant, je vais demander à Jacques Andrieux de venir sur le plateau. Bonjour. Jacques Andrieux, vous appartenez à l'Institut de chimie moléculaire de l'Université de Bourgogne, à Dijon, et vous travaillez sur l'éco-conception de composés azotés pour l'industrie chimique et la santé, et ces travaux ont particulièrement intéressé d'ailleurs Infochimie Magazine et Gris News Techno, parce que là actuellement l'éco-conception, tout le monde en parle, et je crois que c'est un exemple, vous êtes un exemple. Hein. Il y a deux mots-clés, éco-conception et chimie durable, chimie verte. Parce que moi, je ne sais pas, je pense que Sylvie va être tout à fait de mon avis, mais c'est vrai que là, on a un exemple vraiment de l'application d'un certain nombre des grands principes de la chimie verte, qui sont autant la réduction du nombre d'étapes pour faire une molécule, la réduction des risques, notamment risques toxiques avec les solvants, etc., la réduction d'énergie, la réduction du coût. Tout ça, on déduit des réductions de coûts. Donc on est vraiment dans un aspect de pérennité de la chimie. Et c'est vrai que, en plus, là c'est pour faire des molécules. L'exemple que vous nous avez donné dans votre projet, c'est de faire une molécule qui existait déjà, mais qui était très complexe à faire. Mais c'est aussi la possibilité de faire des nouvelles molécules avec des nouvelles applications. Donc on est vraiment dans tous ces principes de cette chimie durable et pérenne. Moi j'aime bien parler de pérennité de notre activité industrielle, avec un système qui est simple, qui sera moins coûteux, et qui dit moins coûteux va dire élargissement et des applications possibles, puisque la molécule que vous nous avez présentée, la synthèse de la molécule, c'est une molécule sur laquelle il y a énormément de publications, mais qui finalement avait du mal à sortir au niveau industriel parce qu'il y avait ce blocage du coût et de la complexité de fabrication.
Donc c'est vrai que là, il y a un potentiel qui s'ouvre dans l'énergie, avec les liquides ioniques pour les électrolytes, dans la dépollution, et puis après dans la pharmacie, je crois la pharmacie, si les applications, une nouvelle molécule peuvent se faire. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un exemple de la manière dont on peut revisiter la chimie, de la créativité qu'on peut avoir, parce qu'a priori, vous avez changé complètement l'idée vous êtes parti d'une idée vierge finalement. Au lieu d'essayer d'améliorer ce qui existait, vous avez remis tout tout à plat. Tout à plat et dire qu'est-ce que je pourrais faire pour arriver de là à là. Et voilà, c'est un très très bel exemple de chimie durable et bien sûr donc d'éco-conception, mais au niveau de la chimie. Voilà, c'était vraiment très très beau projet. Oui, moi, je peux dire que la même chose. Effectivement, j'étais frappée dans la présentation de votre dossier. Vous ne mettiez pas vraiment en avant ce mot chimie verte. Même peut-être on peut parler d'intensification des procédés d'ailleurs. C'est complètement à la mode. Le gouvernement s'en est emparé. On a des plans d'investissement autour de ces thématiques, donc il ne faut pas hésiter à le dire. Donc ça m'a semblé très intéressant. Alors peut-être que vous pourriez nous en dire un petit peu plus. Quels sont ces composés et comment vous les fabriquez? Alors tout d'abord, on a introduit le mot de chimie verte, c'est volontaire, je ne l'ai pas mis parce que je n'aime pas ce terme de chimie verte. Chimie durable, je préfère, je vais certainement irriter les gens. C'est pas biosourcé là, on est bien d'accord, voilà. C'est vraiment la chimie, la durabilité de la voilà, la mais chimie. en fait, autant utiliser des matières naturelles, le CO2, et chimie durable parce que bon, il faut on introduit la notion de système recyclable alors qu'elle n'est pas forcément introduite dans la chimie verte. Donc on est au-delà de la chimie verte. Donc la chimie durable, je préfère que chimie verte. Alors au niveau des molécules, effectivement, ce qui nous a lancé dans ce projet, c'était un problème technique. C'est-à-dire on a vu qu'il y avait des molécules à très forte valeur ajoutée dans l'industrie par leurs applications. Et comme on avait dénoté avec les collaborateurs plus de 20 publications en l'espace de quelques années, ce qui est énorme sur une simple molécule et ses dérivés. Mais comme vous l'avez dit, Alain Clicquot, il y a le problème de la préparation de ces produits-là qui limitait malgré tout les applications. Donc on a tout changé. Pourquoi? Parce que même au niveau du laboratoire, parce qu'on est quand même des enseignants-chercheurs, on travaille au niveau du laboratoire, on a le problème de préparer des produits dans des conditions dures de température, de pression. Donc 130 degrés sous des pressions de 10 bars, c'est quand même pas très confortable. Il y a un risque au niveau du manipulateur. Ça, c'était pour la première approche. Et puis la deuxième, elle était au contraire, il fallait travailler à très basse température avec des réactifs très dangereux, des hydrures, des composés qui sont pyrophoriques, qui réagissent avec l'eau. Donc il fallait faire vraiment quelque chose pour qu'on puisse faire ce produit-là à notre niveau, de manière sûre, sans danger. Et ça nous a donc conduit à imaginer cette technique. Et puis ensuite, on l'a amélioré en essayant de voir qu'on pouvait rendre le milieu recyclable et on se rend compte que finalement, du coup, on utilisait des électrons à la place de réactifs organiques, ce qui était quand même très intéressant au niveau économie d'atomes et puis au niveau aussi se rendre indépendant des matières fossiles, de tout ce qui est issu de la pétrochimie. Donc ça, c'était quand même intéressant. Et puis, le CO2 qu'on utilisait comme réactif dans le CO2, la synthèse je pense du que produit. Sylvie va sûrement aussi réagir là-dessus, mais c'est vrai que vous utilisez le CO2 comme une matière première, vous utilisez vraiment la molécule, et donc c'est vrai que ça peut sans doute ouvrir des opportunités sur la valorisation matière peut-être de CO2 fatal. Bon, pour l'instant, vous avez travaillé sur du CO2 en bouteille, mais ça, il y a peut-être des opportunités peut-être de travaux avec des industriels à mener. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que bon, au-delà du composé lui-même qu'on prépare d'une manière simple et sûre, le produit, on peut aller au-delà de ce procédé-là, c'est-à-dire qu'on peut capturer le CO2. Donc on peut imaginer peut-être de diminuer l'émission de CO2 dans certains endroits, peut-être de cheminées ou de sites. Et puis le composé après, on transporte ce CO2 pour l'utiliser pour une autre application, par exemple. Donc on est aussi dans un modèle de capture et stockage du CO2. Et est-ce que vous avez une petite industrialisation en vue ou disons un pilotage un petit peu plus en grand de cette synthèse? Alors effectivement, c'est une bonne question parce qu'on en est au stade du laboratoire. On peut préparer
quelques grammes sans difficulté, mais on est à la recherche de partenaires industriels pour valoriser ce procédé, faire un prototype appliqué directement pour une application qui peut être ou un industriel qui s'occupe de d'épuration de gaz, donc diminuer la quantité de CO2 de ces cheminées. Ça peut aussi être, le composé a aussi des propriétés de capturer des métaux lourds, donc on peut aussi imaginer peut-être de décontaminer une eau avec ça, mais on est à la recherche d'industriels pour aller au-delà du concept du prototype. De liquide ionique, ils ont regardé un petit peu votre procédé parce que, je sais pas, vous avez un accent du Sud, je sais pas d'où vous êtes, mais il y a une célèbre société, Solvionic, qui est un peu du côté de Toulouse, oui, une PME. Bon, après, BASF, ça c'est du lourd, mais est-ce que vous les avez un petit peu contactés? Alors effectivement, je connais de nom cette société Solvionic qui est spécialisée dans la préparation de liquide ionique. On ne les a pas contactés, mais on va peut-être essayer de contacter, mais le produit qu'on prépare peut leur permettre d'avoir ces liquides ioniques d'une très grande pureté qu'ils ne pourraient pas obtenir d'une autre façon. Donc, ce n'est pas forcément la société utilisatrice qui sera peut-être porteuse d'un projet d'industrialisation. Ça pourrait très bien être une unité, et on s'arrête là, d'une unité qui produise pour le dépollueur d'eau, finalement c'est le même process. On pourrait partager l'unité de production du composé. Donc voilà, ça peut être un chimiste pur, quoi. Écoutez, bravo, il va y avoir plein de questions demain au Forum Technique d'Avenir. Alors je sais que vous avez souhaité associer à cette distinction deux personnes qui sont M. Guillaume de Robillard et Charles de Villers, je crois, qui sont ici. Bravo. Et l'hôtesse va vous remettre le Grand Prix. Alors si vous voulez associer M. de Robillard et Charles de Villers, vous pouvez. Bravo. Alors, merci. Je vais demander à Stéphane Signoret et Alban Canto de me rejoindre sur le plateau et de prendre place. Ah, c'est toi. Oh, le micro, putain. Alors Stéphane et Alban, vous avez tous les deux choisi un prototype de micro-cogénération bois, et c'est une recherche qui a été effectuée par Marie Crex du laboratoire Tempo de l'université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis, qui est à Valenciennes, à qui je demande de venir sur le plateau. Ah oui. Asseyez-vous, bonsoir. Alors, Alban et Stéphane, quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez choisi ces travaux? Bonjour. Oui, moi je suis depuis quelque temps toutes ces questions de valorisation énergétique. La cogénération est effectivement permettant d'améliorer les rendements d'une combustion est toujours intéressante d'un point de vue environnemental. J'ai vu qu'il n'y a pas très longtemps, il y a un écoquartier qui a démarré un cycle de Rankine sur une chaudière biomasse, mais à des grandes dimensions, donc des dimensions industrielles du 500 kW électrique et 5 MW thermique, si je me souviens bien. Et il y avait tout un énorme potentiel, on imagine, avec toutes les installations de combustion domestique. Donc voilà, ça paraissait révolutionnaire de pouvoir, à domicile, en même temps qu'on produit son eau chaude, son chauffage, produire un petit peu d'électricité. Donc voilà, je crois que vous en êtes vraiment au niveau des études, le prototype de laboratoire qui est en préparation, mais voilà, on espère que ça va pouvoir suivre son cours. C'est tout à fait ça, on en est, donc on est à la phase de montage du prototype après avoir effectué toutes les études de dimensionnement de cette installation. Alors, quelle augmentation de rendement est-ce que vous avez vous obtiendrez avec cette chaudière? Alors aujourd'hui, on ne peut pas chiffrer exactement cette augmentation de rendement parce que
on a des études théoriques et on veut justement être sûr de ce qu'on obtient expérimentalement. Donc c'est l'étude expérimentale qui permettra de définir la valeur exacte de ce rendement. D'accord. Et le choix du moteur Ericsson par rapport à d'autres moteurs? Alors le moteur Ericsson, c'est donc ce qui existe actuellement, ce sont soit des moteurs à air chaud, soit des cycles de Rankine organique comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Le moteur Ericsson, contrairement à ces systèmes, c'est un moteur à cycle ouvert. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'air ambiant qui entre dans le moteur, qui passe par un process et qui est évacué, alors que dans les autres systèmes, on a un fluide de travail qui reste enfermé dans le moteur. Donc ce système-là, ça permettrait de limiter les coûts et puis limiter les contraintes techniques par rapport au niveau de pression qu'on peut avoir dans ce système. D'accord. Si on peut le redire, de toute manière, la micro-cogé, c'est vrai que c'est intéressant déjà pour 4 raisons. Hein. Effectivement, parce que c'est du bois, une ressource locale renouvelable qu'on peut éventuellement valoriser. Les rendements énergétiques, on l'a dit, sur les cogénérations sont bien plus importants que les systèmes classiques. Effectivement, les écoquartiers, l'idée c'est de faire de l'autoconsommation. Hein. C'est un sujet qui vient beaucoup à la mode. Et puis, notamment sur votre technologie, il y a l'idée de mieux contrôler les polluants qui sont en sortie de chaudière, on va dire, hein, globalement. Sur ce point, est-ce qu'il y a une vraie possibilité, par rapport aux chaudières classiques, de mieux comprendre ce qu'on sort, voire d'en sortir un peu moins? Alors, vis-à-vis de... Donc, comme on est en laboratoire, on a un certain nombre d'outils, de mesures qu'on n'a pas forcément au niveau habitation. Qui nous permettent de vérifier l'effet de telle ou telle utilisation. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on introduit un échangeur dans la chaudière, donc on modifie la combustion. Derrière, on modifie la production de polluants. Donc, en contrôlant, en mesurant systématiquement l'effet des modifications, on va pouvoir voir ce qui est plus favorable à la limitation de la production de polluants par rapport à ce qui est existant. Et concernant l'échangeur, justement, c'est un point crucial du moteur Ericsson parce qu'il doit récupérer les calories pour derrière les transformer en électricité. Vous évoquez un petit peu les problèmes d'encrassement. Alors, est-ce qu'il y en a réellement ou pas? Est-ce que le problème est vraiment là ou pas? Oui, alors quand on utilise des combustibles solides en général, le bois, mais c'est vrai pour tous les combustibles solides, on produit énormément de suie et d'éléments encrassants ou parfois corrosifs pour tous les matériaux métalliques. Donc l'échangeur, de par sa forme et de par son matériau, c'est un point vraiment important à régler pour avoir quelque chose de fonctionnel qui ne nécessite pas une maintenance très régulière ou pour limiter la maintenance et les coûts du système. Est-ce que vous avez déjà des contacts avec des fabricants de chaudières? Alors, dans le projet, en fait, c'est un partenariat. On a 3 laboratoires et une entreprise qui est plus du côté cogénérateur, c'est-à-dire plus du côté du moteur Ericsson, plus l'échangeur. Le laboratoire a des contacts aussi avec des fabricants de chaudières, mais c'est plus une étape ultérieure. Dans le projet, on est plus concentré, partie industrie, on est plus concentré sur ce cogénérateur. Le prototype que vous allez construire, il va être vraiment au niveau du laboratoire ou installé dans une maison, sur une chaudière? Alors, il est dans un laboratoire, mais c'est une vraie chaudière, une chaudière qu'on pourrait trouver dans le commerce qui est modifiée. De quelle puissance? 30 kW. 30 kW, c'est pas mal. Ouais. D'accord. Et au niveau du moteur Ericsson, vous bénéficiez d'une expérience passée sur d'autres systèmes qui étaient peut-être pas biomasse mais gaz classique ou pas? En fait, il existe un prototype dans un laboratoire de moteur Ericsson couplé à du solaire. Mais c'est vraiment quelque chose de très nouveau et là-dessus, justement, on n'a pas beaucoup de retours sur à long terme le fonctionnement du moteur. Donc c'est aussi un aspect qui est étudié dans ce projet.
Ben, bravo, on vous souhaite donc la réussite dans le développement de votre produit et l'hôtesse va vous remettre le grand trophée et on vous applaudit. Alors maintenant, je vais demander à Christelle Delsart de venir sur le plateau. Christelle Delsart, vous êtes l'unité de recherche œnologie de l'Université de Bordeaux et vous travaillez sur les champs électriques pulsés pour l'extraction et l'inactivation de micro-organismes en œnologie et qui ont particulièrement intéressé Stéphane, qui est un amateur de bon vin. Oui, bien sûr, c'est l'unique raison. Le ministre ce matin d'ailleurs a dit que c'était très intéressant de travailler sur le vin. Non, moi j'en profite pour redire quand même que c'était très difficile de choisir parmi toutes les candidatures qu'on a eues pour ce prix parce qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes, notamment dans le stockage. Enfin, on l'a vu là aussi avec la Cogébois. Enfin, voilà. Mais bon, du coup, je me suis dit quand même, le vin, on est sur un produit de grande consommation. Comme l'a dit le ministre ce matin, on est quand même beaucoup sur les problématiques de consommation durable et chaque filière commence un peu à se poser des questions. Donc je me demandais, enfin moi j'étais très intéressé parce que souvent on va parler production biologique par exemple pour avoir moins de produits chimiques dans le vin. Et là finalement on trouve quelque chose de... Alors je ne sais pas si c'est très innovant parce que les champs électriques pulsés je pense qu'on connaît mais vous nous le direz un peu plus. Mais là tout d'un coup on a l'impression de trouver une solution... Alors, je suis désolé, je vais dire presque idéal, ou alors j'ai pas bien compris le sujet, mais vous me direz. Parce que tout d'un coup, on peut travailler sur la vinification, on peut travailler sur l'inactivation de certains micro-organismes, sur l'extraction des composés organoleptiques. Et ça semble facile, pas trop cher, ça consomme pas beaucoup d'énergie. Enfin, voilà, moi ça m'a semblé vraiment idéal. Donc voilà, enfin je sais pas, parlez-nous-en un petit peu, parce que c'est vrai que là je l'ai pas expliqué pour les gens qui sont ici, mais ça vaut le coup d'en dire quelques mots. Oui, en fait c'est vrai que dans l'industrie du vin, qui est une industrie donc assez importante d'un point de vue économique pour la France, puisque c'est quand même au niveau de la balance commerciale, il se place en deuxième position après l'aéronautique, donc c'est loin d'être négligeable. Et avant le fromage. Et avant le fromage, effectivement. Et par ailleurs, on a un contexte environnemental et la filière souhaite maintenir un produit de qualité, puisque pour le vin, c'est important de respecter, d'être très rigoureux sur la qualité du produit, de la matière première, la façon dont on la traite, éviter toutes sortes de problèmes d'oxydation, de réduction, de destruction des arômes. Et il est vrai qu'en œnologie, on utilise pour l'extraction notamment beaucoup de traitements thermiques et qui sont nuisibles pour la qualité du vin. Et sans compter le fait qu'il y a une dépense énergétique qui est très importante lorsqu'il faut chauffer le raisin à 70 degrés. Ça représente un très fort coût énergétique. Donc c'est pour ça que la filière est vraiment a demandé qu'on recherche une éco-innovation qui permettrait de diminuer donc les coûts de l'extraction et tout en maintenant une qualité, en respectant la matrice du vin. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur les champs électriques pulsés, qui a été financé notamment par cette thèse par l'ADEME et par le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, qui représente donc les vins de Bordeaux. Mais l'idée originelle, elle vient d'où? C'est une technologie qu'on utilise dans d'autres secteurs agroalimentaires, je suppose? Oui. Allez-y. Donc en fait, ça a été utilisé pour l'extraction avant, notamment pour les betteraves à sucre, pour composer des extraits dans d'autres matières végétales. Oui. Et également pour l'inactivation des micro-organismes, ça remonte d'il y a très longtemps, des années... ça fait un siècle qu'il y a quelques chercheurs qui s'amusent à utiliser le courant discontinu sur des micro-organismes
ils ne savaient pas forcément au début d'où ça venait. D'ailleurs, le phénomène est encore assez oui, mystérieux. Il y a différentes hypothèses, même si on s'approche de mieux en mieux sur la compréhension du phénomène de l'électroporation. Mais l'idée, en fait, c'est une transposition, effectivement, de la technologie dans d'autres milieux qui étaient utilisés pour les jus de fruits, pour l'inactivation de micro-organismes ou pour l'extraction dans d'autres composés de l'industrie agroalimentaire. Votre procédé fonctionnant, vous allez avoir besoin d'autorisation pour la vinification, non? Oui, bien sûr. Il y a une procédure d'autorisation. Il y a une procédure, en fait, pour qu'il y ait une autorisation donc, au niveau de l'Union européenne, dans les tests législatifs. En général, l'Union européenne fait appel à ce qu'on appelle l'OIV, qui est l'organisme international du vin et de la vigne et du vin. Donc il y a un besoin de communication, de validation, parce que jusqu'à présent, j'ai réalisé cette thèse qui a donné des résultats intéressants pour donc l'extraction et également pour l'inactivation de micro-organismes, puisque un des bouleversements majeurs actuels aussi dans le vin, c'est le remplacement du dioxyde de soufre, qui est une molécule allergène, qui a une obligation depuis 2005 à l'étiquetage. Donc pour les exportations, ça peut poser parfois des problèmes. Donc il y a vraiment un besoin dans l'industrie. Mais écoutez, bravo. Et alors, dernière question. On parle de micro-organismes. Alors, c'est une question peut-être complètement idiote de ma part. Le goût de bouchon, il vient de la part des micro-organismes? Pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est pas ça. Donc, on peut rien faire contre le goût de bouchon, alors. C'est des moisissures, en fait. Donc, c'est des champignons, quand même. C'est une association de polyphénols, de différentes choses, mais c'est pas juste un micro-organisme. Je suis déçu. Bon, merci. Bon, bravo. Merci à vous. Et l'hôtesse va vous remettre votre prix. Alors, ensuite, nous allons appeler maintenant Éric Trabli, du laboratoire de biotechnologie de l'environnement de l'INRA à Narbonne, qui fait une recherche sur la production de bioéthane à partir d'ordures ménagères brutes. Le bioéthane étant un mélange d'hydrogène et de méthane, si je crois. Alban, vous avez choisi cette recherche. Et pourquoi est-ce que ça vous a intéressé, cette recherche? En fait, je suis vos travaux de loin depuis quelque temps. J'ai vu des posters à droite, à gauche. J'étais en contact avec Trifil qui me disait bon, on va faire ça, mais c'est encore trop tôt pour en parler. Alors quand j'ai eu arrivé dans les dossiers de l'ADEME, j'ai dit ah, enfin je vais avoir des détails. Donc voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était vraiment tout cet enjeu des déchets dans l'environnement qui est quand même assez énorme, et de pouvoir utiliser l'énergie des déchets qui sont déjà enfouis. Donc aujourd'hui, il y a déjà une obligation, des incitations à valoriser, à récupérer le biogaz, donc le méthane produit par la dégradation des biodéchets en enfouissement. Donc il y a déjà pas mal d'extraction qui se met en place et de valorisation organique. Mais là, avec vous, ce que vous proposez, on pourrait améliorer le rendement énergétique en incitant les micro-organismes à produire en plus un petit peu d'hydrogène. Enfin, je dis un petit peu, la proportion en laboratoire était quand même assez importante. Oui, tout à fait. Donc, on travaille avec le syndicat mixte Trifil, qui exploite un bioréacteur de production de méthane. Et dans le cadre de notre étude, on a montré qu'on pouvait produire environ 20% de biohydrogène dans une première étape de transformation par rapport à la production de méthane, ce qui correspond à ce que l'on appelle du bioéthane, c'est-à-dire le pendant biologique de la production d'ithane. Et donc nos travaux on tourne nos travaux autour de la valorisation multiple des déchets. Donc comment proposer une valorisation ultime, en tout cas sous une forme de plusieurs produits des déchets, donc que ce soit le méthane, mais également la production de biohydrogène.
Et je me demandais, est-ce qu'il y aurait aussi une possibilité de décliner cette idée, ce procédé dans la méthanisation en elle-même, dans les digesteurs? Tout à fait. Donc, pour aller un peu plus loin, sur la méthanisation de l'ensemble des déchets, notre idée est de pouvoir proposer une première étape de production d'hydrogène liée à une phase d'acidogénèse. Donc il y a plusieurs industriels qui déjà commercialisent des solutions bi-étapes. Une première étape d'acidogénèse suivie d'une étape de méthanisation pour favoriser la transformation des déchets. Et donc nos recherches portent sur comment appliquer des paramètres opératoires pour produire non seulement des acides, mais également du biohydrogène qu'on récupérerait dans la phase gazeuse. Et on a déjà une idée du gain de rendement énergétique de cette production d'hydrogène en plus du méthane? Alors sur la partie combustion, je ne peux pas vous donner des chiffres exacts, ce n'est pas notre spécialité. On a un gain de l'ordre on a un gain en stabilité de la combustion, donc on travaille avec des partenaires spécialistes. Et on a un gain de l'ordre de l'ithane sur la production de polluants. C'est-à-dire qu'on s'affranchit de la production de NOx, de NOx pendant la combustion. Parce que la valorisation qui est imaginée derrière pour cet hydrogène, finalement, c'est forcément mélangé avec du méthane en combustion, ou bien le syndicat qui est avec vous, il a d'autres idées, il veut s'en servir, je sais pas moi, pour faire d'autres choses. Enfin... Alors, dans le cadre de ce projet, on travaille essentiellement sur le mélange hydrogène-méthane en vue de réaliser une amélioration de la combustion. Néanmoins, nos partenaires s'intéressent également à la filière hydrogène en soi, c'est-à-dire comment récupérer l'hydrogène dans une problématique plus de transport, de développement de transport. Donc sur site, notamment le syndicat mixte, Trifil, réforme une partie du biogaz produit après épuration pour produire de l'hydrogène pur pour une vocation de transport. Et pour l'instant, vos recherches, elles sont faites en laboratoire sur des ordures ménagères brutes, ou c'est vraiment en casier déjà? Alors on est entre les deux, c'est-à-dire que dans le cadre de ces recherches, on a travaillé en laboratoire. Donc ça fait de nombreuses années qu'on travaille sur le biohydrogène, et on est plutôt à l'échelle, dans notre laboratoire, à l'échelle pilote. L'idée étant de proposer des solutions simples d'exploitation à nos partenaires. Bon, okay. Et donc cette phase-là, ça serait dans combien de temps? Et je m'arrête. Dans combien de temps? C'est une question difficile. Un certain temps, c'est ça. Voilà. Oui. Non, mais on peut estimer sur, en tout cas proposer une solution sur 5 ans maximum, à proposer la solution. Après la réalisation, ça sera... Ok, écoutez, bravo et merci, et bonne continuation dans vos travaux. L'hôtel va vous remettre votre trophée, et bravo. Et je vais demander maintenant à Monsieur Ghislain Lipemkoui de nous rejoindre. Monsieur Lipemkoui, vous êtes, Monsieur Lipemkoui, bonsoir. Vous êtes du laboratoire de génie civil et d'ingénierie environnementale de l'Université de Lyon à Villeurbanne. Et vous avez été choisi par Hydroplus, qui est représenté ici par Alban Canto. Et vous avez travaillé sur un dispositif de surveillance des déversements au milieu urbain. Et je crois que vous travaillez avec le Grand Lyon ou la ville de Lyon. Hein. Bon, voilà. Alors, Alban. Oui, je reprends maintenant la casquette Hydroplus dans l'écosystème Environnement Magazine. Nous avons en effet plusieurs revues. J'ai été quand même conseillée par notre journaliste spécialiste de l'eau pour ce prix. Moi, je viens la représenter, mais c'est pas moi qui suis la spécialiste de ce sujet. Sur les déversoirs d'orage, la problématique, c'est quand même que l'eau étant dans la ville, il faut la traiter avant de la laisser repartir dans le milieu naturel. Et des orages, c'est quand même des énormes quantités d'eau qu'il faut stocker. Donc vous, ce que vous avez mis au point, si j'ai bien compris, permet à la fois de réguler le débit avant de le renvoyer dans le milieu naturel, et aussi de vérifier la qualité
donc savoir si on doit stocker l'eau pour la traiter ou au contraire l'envoyer. Donc c'est une vraie demande des collectivités. Oui, effectivement, bonsoir. Donc le besoin a été exprimé par le Grand Lyon, donc la direction de l'eau, donc d'évaluer les volumes déversés, mais également la qualité des rejets vers le milieu naturel. Et donc on est allé jusqu'à la proposition d'une solution concrète, donc à valoriser à moyen terme. Parce que cet équipement, clé en main. Oui, c'est un équipement, donc c'est un dispositif qui garantit un profil hydraulique établi qui va simplifier la mesure de débit. Parce que c'est une des complexités quand même en réseau d'assainissement, c'est la mesure de débit, notamment la mesure de débit déversé. Parce qu'il faut savoir que les déversoirs d'orage sont des ouvrages de dérivation qui vont être à l'amont des stations d'épuration. Donc c'est un ouvrage qui permet de réaliser des économies sur la taille de la station. Donc le trop-plein de débit qui ne peut pas être accepté à la station est surversé vers la rivière directement sans traitement. Donc là, ça pose problème. Donc nous, on va se placer avec ce dispositif-là à l'interface entre le réseau et le milieu naturel et poser ce dispositif qui va permettre de surveiller la quantité, d'atténuer le pic de débit, parce qu'on a équipé ça de dissipateurs d'énergie, donc ça atténue la vitesse, ce qui évite de provoquer des chocs au niveau des milieux naturels et donc de désorganiser la vie aquatique. Voilà. Et le troisième avantage, c'est de pouvoir disposer, grâce à cette boîte-là, à cet ouvrage-là, d'une station de mesure de la qualité de l'eau, parce qu'on peut y faire des prélèvements. On peut faire du suivi en continu avec de la turbidité, etc. parce que l'hydraulique le permet. C'est fait exprès. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un vrai plus. Voilà. Et l'équipement est déjà en place? Actuellement, nous, on a construit un pilote donc, qui est installé dans le hall Provadems. Donc c'est un hall de démonstration de technologie à l'INSA de Lyon. Le pilote a été financé par le Grand Lyon. Donc il nous sert à la fois de bien conforter nos études et surtout de le démontrer aux entreprises. Et là je remercie Lyon Sciences Transfert, donc Christine Duhart justement, qui prend contact avec les entreprises qui viennent visiter ce pilote-là, qui est quasiment installable sur site, parce qu'il est à l'échelle 1/5. 1/5, voilà. Ouais, donc c'est déjà, on a des débits, là en labo on arrive à atteindre 10-15 litres seconde, ce qui représente en réalité 500 litres seconde déversés, ce qui représente déjà des quantités importantes. Voilà. Et en parlant comme ça, on a l'impression que c'est quelque chose de tout simple, mais vous avez quand même déposé un brevet, donc il y a vraiment... Oui, on a déposé un brevet, donc c'est vraiment une innovation. Donc ça, c'est le cas de le dire, parce que tout simplement, ce qui existe actuellement, il y a plusieurs méthodes qui permettent juste d'évaluer les volumes, les débits, avec beaucoup d'incertitudes, parce que l'hydraulique n'est pas souvent maîtrisée. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a inventé ce profil-là unique qui permet de maîtriser l'écoulement. Voilà, c'est vraiment ça la clé. Et une fois qu'on maîtrise l'écoulement, on peut y faire des prélèvements, des mesures, et on garantit la qualité de l'observation. Voilà, c'est ça. Oui. Bon. Depuis combien de temps vous travaillez sur ce sujet? Alors là, je vais peut-être vous surprendre. On a déposé notre brevet en décembre 2011. Oui. On a réfléchi comme ça 1 an, en gros. Et puis, l'été dernier, on a reçu le pilote, il est opérationnel, on démontre, etc. Donc ça n'a vraiment pas pris beaucoup de temps, parce que c'est aussi une aventure humaine avec le Grand Lyon, avec INSA Valor, l'Université de Lyon, voilà. Et ça s'est fait tout de suite, et voilà. Et c'est prêt, en fait. Bon. Eh bien, bravo, on viendra voir votre pilote, et puis les réalisations sur place. Absolument. Merci. L'hôtesse va vous remettre votre trophée. Merci, monsieur. Alors, toujours pour HydroPlus, Alban, vous avez choisi pour cette 18e édition du prix des techniques innovantes pour l'environnement une recherche sur les sous-produits de chloration dans les eaux potables. Recherche qui est effectuée par Yacine Kadmi
de l'École nationale supérieure de chimie de Rennes qui va prendre place. L'École nationale supérieure de chimie de Rennes est souvent des projets qui sont présentés au prix des techniques innovantes pour l'environnement, et d'ailleurs avec succès. C'était une très très bonne école donc, dans la chimie de l'eau particulièrement. Alban, tu vas nous dire pourquoi? Oui, donc sur cette thématique de la chloration, ça peut paraître un petit peu compliqué. Voilà, on met du chlore dans l'eau, on le sent bien quand on la boit pour la garder potable jusqu'au niveau du consommateur, mais il peut y avoir des matières organiques, et le chlore et les matières organiques, ça fait plein de petites matières qui peuvent être toxiques, génotoxiques, cancérigènes à des petites doses et sur le long terme. C'est des choses qui sont connues, donc déjà suivies, mais sur une famille. Et vous êtes en train de développer une méthode pour suivre, je ne sais pas si c'est toutes les familles, mais au moins 45, de manière simple, efficace. Voilà, je vous laisse expliquer un peu plus. Bonjour, je vous remercie pour ce prix. En fait, actuellement, il existe des méthodes des modèles pour prédire la formation d'une seule famille ou de deux. Et dans le cadre d'une thèse que j'ai réalisée à l'école de chimie de Rennes, donc j'ai développé un outil mathématique capable de prédire 45 sous-produits de chloration appartenant à plusieurs familles chimiques susceptibles de coexister dans l'eau potable à des très faibles concentrations. Donc l'originalité de ce travail réside dans la réduction des analyses coûteuses et qui est assez compliquée en se concentrant sur une famille ou deux et grâce au modèle développé, on peut estimer le reste des familles. Actuellement, vous avez fini de développer votre modèle, donc la partie théorie, la confronter aux analyses et revenir à l'élaboration du modèle? En fait, on a essayé avec plusieurs matrices au naturel pour suivre la formation de ce produit. Et là, on cherche un partenariat pour faire l'application de ce modèle et d'avoir l'application à l'échelle réelle. C'est plutôt une collectivité locale ou un traiteur d'eau? Plutôt un traiteur d'eau. Oui. Normalement, il devrait faire des économies avec votre modèle, parce qu'ils ne seront pas tentés d'augmenter la quantité de chlore, ils mettront la quantité nécessaire et suffisante, c'est ça? C'est ça, l'objectif c'est d'optimiser la dose de chlore appliquée afin de minimiser la formation de ce produit de chloration en gardant la qualité de l'eau à consommer. Alors, vous avez pris de l'eau de Bretagne, je crois. Oui, on a essayé. Et vous pouvez utiliser votre modèle sur des eaux autres. Exactement. D'accord. Moi, c'est intéressant. Ça. Vous travaillez également avec les laboratoires d'analyse? En fait, à l'École nationale supérieure de chimie de Rennes. Donc, j'ai fait ma thèse pendant les 3 ans. Donc là, j'ai terminé ma thèse. Et après, il y aura bien sûr la continuité de ce sujet. Bon. Eh bien, écoutez, bravo. Et j'espère que les traiteurs d'eau viendront frapper à votre porte. Et on va vous remettre votre prix. Alors, je vous rappelle à tous, on vous applaudit. On vous rappelle que demain, tous les lauréats présentent leurs travaux sous forme d'interview avec Olivier Piat, qui est l'animateur, sur le forum technique d'avenir, donc toute la journée. Vous avez entre 20 minutes et une demi-heure pour présenter vos travaux. On va maintenant procéder à la photo de groupe, c'est-à-dire la photo de la promo de 2013, qui est la 18e. Donc j'espère que l'année prochaine, vous allez nous présenter d'autres travaux et on sera très heureux de les examiner. Avec bienveillance, bien entendu. Bravo à toutes et à tous.